Bonjour et bienvenue dans Service sur un plateau. Cet après-midi, on vous parle de éducation. On va vous parler de e-learning, littéralement formation sur Internet. Le e-learning ne cesse de croître et d'attirer de nouveaux consommateurs, étudiants ou employés en formation. Tout le monde est touché par cette nouvelle méthode d'apprentissage. Alors forcément, la question se pose, le e-learning va-t-il un jour remplacer l'enseignement académique ? Nous irons à la rencontre de Hugo Whistler, un jeune magicien, créateur de contenu éducatif au travers d'un reportage tourné par les étudiants de l'Arfis. Nous accueillerons ensuite sur le plateau Laurine Charpenay, étudiante en première année à l'Arfis et youtubeuse. Elle nous parlera de son rapport au e-learning. En fin d'émission, nous essayerons de comprendre les avantages et les inconvénients du e-learning et de l'enseignement en présentiel au travers d'un petit jeu. Pour cela, nous accueillerons deux invités, Adelin Sioli, youtubeur spécialisé dans l'étalonnage, et Rosine Provost, professeur agrégé d'histoire à la retraite. Mais avant toute chose, nous allons essayer de définir ce qu'est le e-learning avec Simon Carolan, chef de projet d'une plateforme de e-learning lyonnaise. On vous annonce que vous pouvez nous suivre en direct sur les réseaux sociaux, vous pouvez réagir et nous poser vos questions. N'hésitez pas, puisqu'à la fin de l'émission, une question sera retenue et nous pourrons la poser à nos invités. On commence en attendant par notre première partie, Lis quoi ? Bonjour Simon, vous êtes chef de projet chez Pimenco, une plateforme de e-learning lyonnaise. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre métier et de cette plateforme ? Bonjour. Donc oui, effectivement, on travaille pour une agence. Donc l'agence, on fait des plateformes, donc un plateforme dans lequel on va distribuer de e-learning, donc des cours en ligne, et dans lequel on va trouver tout type de contenu qu'on va créer, donc que ce soit des vidéos, des quiz, des documents à regarder, et aussi des forums dans lesquels les participants vont pouvoir échanger. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce qu'est le e-learning précisément ? Les e-learning recouvrent plein de choses, donc ça peut être pour des entreprises, ça peut être pour des écoles, comme ici à l'Arfis, ça peut être aussi pour des fondations qui souhaitent distribuer des contenus au grand public. Donc dans l'agence, on travaille beaucoup sur les MOOC, des Massive Open Online Courses, ou les cours en ligne massifs et ouverts. Et là, tout le monde peut s'inscrire et suivre une formation sur quelques semaines sur tout type de sujet. Alors, d'où est-ce qu'elle provient cette méthode et pourquoi, depuis quelques années, on voit qu'elle prend une ampleur considérable ? Les e-learning, ça existe depuis une vingtaine d'années en tout, mais vraiment depuis 5 ans, c'est vraiment en plein essor et ça correspond à plein de choses. On voit que la société est de plus en plus digitalisée, on est de plus en plus sur nos smartphones. Et après, on voit aussi qu'il y a une nouvelle mode de consommation. Donc l'idée de dire pourquoi la formation n'y passerait pas aussi. Alors, pour être encore plus concret, je vous propose de regarder 3 exemples de contenus e-learning qui sont sur votre plateforme. Comme ça, on va pouvoir être plus concret sur la chose. Bienvenue dans ce MOOC consacré à la préhistoire. Nous sommes très heureux de vous proposer ce parcours qui, nous l'espérons, vous en apprendra beaucoup sur la vie de ceux et celles qui peuplaient l'Europe voici plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années. Dans ce MOOC, nous avons choisi d'évoquer surtout l'Europe, et même seulement une partie de la préhistoire européenne, avec le cœur de la période dite paléo-mésolithique, soit un laps de temps compris entre un demi-million d'années et 6000 ans avant notre ère. Alors Simon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on vient de voir ? Oui, tout à fait. Donc là, on travaille beaucoup avec des fondations. Donc là, le premier exemple qu'on voit ici à l'écran, c'était développé avec la Fondation Orange sur le préhistoire. Donc il y a un petit centre, en fait, qui est le pôle d'interprétation de la préhistoire, basé en Dordogne. Et là, en fait, ils ont des archives très riches, mais qui sont quasi inconnues du public. Donc l'idée, en proposant un MOOC, c'est de pouvoir rendre tout ça accessible.
Donc on a des personnes qui vont intervenir pour montrer un petit peu, expliquer les choses, comment ça se passait. Et puis tous les dessins qu'on a vus, c'est des dessins qui ont été créés par l'équipe, donc c'est-à-dire des croquis qu'ils ont pris sur place. Donc c'est ça qui est sympa dans l'e-learning, c'est le mélange de genres et de médias qu'on va trouver ensemble. Et après, ces vidéos, elles ont vocation à être vues où? C'est qui votre public? Vraiment, c'est ouvert à tous, mais il faut dire que par exemple, les MOOC de Fondation Orange, il y a quand même beaucoup de passionnés d'art et d'histoire qui vont se retrouver. Mais il y a vraiment tout âge, ça peut aller de 18 ans à 80 ans. Et puis, il y a plein de personnes qui se rencontrent, justement, de petites communautés qui se créent là-dessus. Mais vraiment, je veux dire, là, on oublie un petit peu ses origines et tout ça, et tout le monde se retrouve ensemble pour apprendre ensemble à l'intérieur de ces plateformes. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout apprendre avec le e-learning? C'est inépuisable, on peut aller dans tous les domaines? Alors, c'est une question intéressante. Il y a certains qui sont plus adaptés que d'autres. Mais par exemple, il y a une formation qui est donnée dans l'Est de la France pour des maîtres nageurs qui est quasi entièrement à distance. Donc là, typiquement quelque chose où on ne s'attend pas à trouver des e-learning qui est archi présent. Merci Simon d'être venu sur le plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est le moment de nous quitter déjà. On passe maintenant à notre deuxième partie, e-génération, dans laquelle nous allons à la rencontre de jeunes créateurs de contenu vidéo. Nous allons accueillir une élève de l'Arfis. Elle est en première année. Elle réalise également des vidéos destinées à un jeune public. Sa chaîne YouTube comptabilise au total 30 millions de vues. Merci d'applaudir et d'accueillir Laurine Charpenay. Bonjour Laurine et bienvenue sur le plateau. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on va regarder un reportage tourné par les élèves de l'Arfis à propos d'un jeune magicien qui a appris tout seul et qui transmet sa passion sur YouTube, un petit peu comme vous Laurine, et comme ça on va pouvoir en parler ensemble. Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir une vidéo sur les passes, mais je ne m'appelle pas Passepartout. Ça a quelque chose à voir? Non. Allez, c'est parti. Moi, je pourrais me définir en tant que youtubeur dans la mesure où, certes, je fais des vidéos sur YouTube, mais je contribue aussi à la plateforme. J'essaye d'interagir avec les gens. De par mes vidéos, premièrement, j'essaye de donner des conseils aux gens par mes vidéos, mais j'essaye également d'interagir avec ces gens dans les commentaires. Les gens peuvent me poser des questions, je réponds avec eux. Donc, être youtubeur, c'est finalement faire des vidéos sur YouTube, mais aussi gérer et interagir avec sa communauté et être au plus proche d'eux, je pense. Je me suis formé par YouTube. J'ai vu que le domaine m'intéressait bien et j'ai cherché sur internet, sur YouTube en l'occurrence, explications tour de magie. Je suis tombé sur quelques vidéos qui m'ont fait rentrer encore plus dans le domaine. Je pourrais aujourd'hui vivre de la magie dans le sens où je pourrais faire des prestations payées dans des mariages, dans des événements, peu importe. On rappelle à ceux qui nous suivent que vous pouvez réagir en direct et nous poser vos questions. N'hésitez pas, puisqu'à la fin de l'émission, une sera retenue et posée à nos deux derniers invités. Alors Laurine, pour réagir à ce qu'on vient de voir, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce youtubeur? Est-ce que vous reconnaissez dans ce qu'il fait? Est-ce que ça correspond à votre pratique? Je pense que oui, être youtubeur, c'est comme il a dit, c'est partager des vidéos déjà, et puis parler avec sa communauté, interagir avec une communauté. Et oui, je pense que, moi, je me retrouve bien dans ce qu'il dit. Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu votre parcours par rapport à YouTube? Vous avez commencé quand? Comment vous avez fait d'abord? J'ai commencé quand j'avais 12 ans. En fait, je faisais comme tout enfant, je pense, on joue avec des Playmobil, et je faisais mes petites histoires comme ça. Et un jour, je me suis dit, je vais prendre le téléphone de ma mère et je vais faire une vidéo. Comme ça, ça va m'amuser, puis je pourrais le montrer à mes parents. Et du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai mis la vidéo sur YouTube. J'ai vu qu'elle avait bien marché, alors j'ai continué. Et aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Et pour faire du montage, d'abord, on se forme sur d'autres tutos qui sont déjà sur YouTube pour en venir à votre méthode. Vous avez des youtubeurs privilégiés. Comment est-ce que vous avez appris? Non, en fait, j'ai surtout cherché, en recherchant dans la barre de recherche YouTube, et puis après, j'ai trouvé plein de personnes différentes. Je me suis pas focalisée sur juste un youtubeur, et c'est vraiment, j'ai fait avec plein de personnes différentes, et en touchant le logiciel aussi. Alors, pour mieux comprendre ce que vous racontez, on va regarder un extrait d'une vidéo que vous avez postée sur YouTube. Ça nous permettra de voir exactement ce que vous proposez comme vidéo. Cette vidéo va être divisée en 3 parties.
Je vais vous parler premièrement de la rentrée, ensuite des cours en général en fait, comment sont organisés les cours, qu'est-ce qu'on fait, et ensuite de l'ambiance et de mon emploi du temps. Donc pour la rentrée, je suis arrivée et personne ne se connaissait. Du coup on était là, vous savez, quand on se regarde tous. Bonjour, quelqu'un veut être mon ami? Ouais, ça c'est le moment ultra gênant, genre quand personne se connaît, mais bon, je pense que c'est pareil pour tout le monde de partout. Bref, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va voir comment faire un film Playmobil avec seulement un téléphone. Parce que vous êtes quand même nombreux aujourd'hui à réaliser des vidéos sur YouTube avec vos téléphones. Moi j'ai de la chance d'avoir un appareil photo, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc je vais vous montrer comment améliorer la qualité de vos vidéos facilement, juste avec quelques petites astuces. Alors, Laurine, l'avantage avec YouTube, c'est qu'on peut faire des vidéos avec des formats de façon inépuisable. On peut faire des formats courts, des formats longs. C'est un mode opératoire qui vous convient bien? Oui, moi j'aime bien parce que on peut publier tout ce qu'on veut en fait. Et moi, je préfère faire des vidéos, des petites vidéos comme ça, que ça fait une genre de mini-série en fait. Et c'est vraiment ce que j'aime faire, quoi. Et quand vous avez débuté, vos parents, ils vous ont pas dit à faire attention aux réseaux sociaux, il faut... En fait, ma première vidéo, mes parents ne savaient pas que je l'avais publiée. Et après, quand je leur ai appris, ils m'ont dit fais ce que tu veux, mais te montre pas, quoi, montre pas ton visage. Et fais juste un peu attention, quoi. Tu donnes pas ton adresse et toutes les bases, quoi. Et puis, vu que j'ai grandi, ils m'ont dit c'est bon, t'es responsable. De toute façon, on a confiance en toi. Et ça vous permet de réagir aussi avec les internautes, ils vous posent des questions, vous leur répondez, comment est-ce que ça se passe? Alors avant, j'avais les commentaires où je pouvais parler avec les abonnés, oui, mais maintenant, en fait, il y a une nouvelle loi qui est passée. Du coup, j'ai plus de commentaires, mais on continue de parler un peu sur les réseaux sociaux. Et ils vous donnent parfois des raisons de s'améliorer, ils vous donnent des conseils pour essayer d'être plus pédagogique encore dans ce que vous expliquez? Vu que c'est souvent des enfants assez jeunes, pas trop, mais de temps en temps, oui. Alors, la particularité de votre parcours, c'est que vous avez tout appris sur Internet, vous faites toute seule vos vidéos, mais vous êtes néanmoins inscrit à l'école L'Arfis ici, vous êtes en première année. Pour une personne qui sait déjà faire des vidéos et qui se tourne vers l'audiovisuel, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici dans cette école? Je pense que ce que j'ai appris sur YouTube, c'est plutôt les bases. Moi, je veux faire montage l'année prochaine, et je pense vraiment que c'est les bases que j'ai appris. Et je suis venue dans l'école pour vraiment me professionnaliser, pour vraiment en faire mon métier, parce que voilà, je pense que YouTube, c'est bien pour apprendre des choses, mais ça nous apprend vraiment pas tout. L'idée, ça serait de faire quel métier? Ça serait de prolonger encore dans le montage pour faire des courts-métrages, des longs-métrages? Oui, je voudrais continuer dans le montage pour faire dans la télé. Et aussi YouTube, garder Oui. votre chaîne. Donc, capitaliser là-dessus. Et vous avez des retours avec les étudiants? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur votre chaîne? On me dit beaucoup que c'est bien ce que je fais, et que c'est bien. Et... Qu'est-ce qui vous manque encore pour vous perfectionner en montage? Je pense que... Il faut les raccords, créer des contenus encore plus stimulants, dynamiser la musique, etc. peut-être? Moi, je pense que ce que je devrais faire sur ma chaîne, j'avais fait sur une vidéo, c'est faire bouger les bouches et les yeux des personnages. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dynamise beaucoup les vidéos. Et je le fais vraiment sur aucune, en fait, parce que c'est vraiment long à faire. Mais je devrais vraiment le faire, je pense. Alors, pour revenir à notre thématique, qu'est-ce que vous pensez des deux modes d'enseignement, le classique, présentiel, et donc le e-learning? Est-ce que c'est complémentaire pour vous les deux? Je pense que oui, c'est bien d'allier les deux. Parce que le e-learning, on peut travailler chez soi quand on veut, en fait. Et puis après, on vient à l'école pendant la semaine pour en apprendre encore plus. Et je pense que oui, c'est bien de relier les deux, parce que ça nous apporte encore plus de connaissances. Merci beaucoup, Laurine, d'être venue sur le plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors, on évoquait ensemble la complémentarité du e-learning et de l'enseignement classique, ces deux méthodes d'apprentissage. Et le principe d'allier ces deux méthodes, ça s'appelle le blended learning. Nous aurons donc l'occasion d'en débattre dans notre dernière partie. Je vais avoir avec moi deux invités. La première est professeure d'histoire agrégée à la retraite. Je vous prie d'accueillir Rosine Provost. Bonjour. Bonjour Rosine, merci d'être venue sur le plateau de Service sur un plateau. Vous avez été professeur au lycée, agrégé d'histoire et donc prof d'histoire géo au lycée, oui. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser le e-learning durant votre carrière? Non, on ne peut pas dire ça. Moi, je suis à la retraite maintenant depuis 10 ans, et donc le e-learning, non.
Mais on a utilisé bien sûr des moyens, on utilisait Internet. Nos élèves faisaient des recherches sur Internet et eux-mêmes, sans doute aussi pour réviser le bac, ils allaient sur des sites où ils trouvaient des renseignements rapides, précis. Mais je ne crois pas que c'était même pas des didacticiels, pas des tutoriels non plus. Alors l'enseignement classique, académique, présentiel, c'est ce que vous avez fait toute votre vie. Et Oui. qu'est-ce que vous pensez du e-learning qui est en train de croître et que tout le monde utilise maintenant? Moi, je trouve ça fabuleux, magnifique. Je trouve que c'est l'avenir de toute façon, évidemment. Simplement, ce que je pense, c'est que ça ne peut pas... moi, je ne suis pas inquiète. Ça ne peut pas remplacer la présence humaine. Donc, L'interaction. Voilà. Le Iketna, comme on dit, le ici et maintenant, c'est-à-dire le moment où on est en présence des apprenants, comme on dit. Alors on est en train d'en parler, cette méthode du e-learning peut avoir des problèmes d'interaction. Justement, pour en parler, on va recevoir un deuxième invité. Il est étalonneur autodidacte et propose des tutos sur la post-production sur sa chaîne YouTube. Je vous prie d'accueillir Adelin Sioli. Bonjour Adelin, bienvenue sur le plateau. Adelin, vous avez aujourd'hui plus de 20 000 abonnés sur votre chaîne consacrée aux tutos d'étalonnage. Alors on rappelle ce qu'est l'étalonnage, c'est donc un processus qui permet de régler les paramètres d'une image pour donner un certain style à un film. Pour mieux nous rendre compte de votre travail, on va regarder maintenant quelques extraits de vos vidéos tout de suite. Et là, elle serait pas un petit peu trop orange ton image? C'est le look du cinéma, c'est le orange antil. Oui? Oui, monsieur. Ok. T'es qui pour dire ça, toi? Il y a un youtubeur qui a dit que l'étalonnage c'était avant tout artistique. Il s'appelle Adelin, tu connais ou pas? Ah oui, il a dit ça, ouais. Alors Adelin, on voit différents effets dans la séquence qui vient de passer. Comment est-ce que vous avez réussi à créer tout ça? Alors en fait, on utilise tout simplement des logiciels de post-production. Et moi, en l'occurrence, j'ai appris sur ces logiciels via les plateformes d'internet, donc principalement YouTube. Et tout simplement, c'est de l'apprentissage qu'on peut apprendre ici en école de cinéma, par exemple. Voilà, tout simplement. Vous, ça vous plaît de créer des effets, des transitions entre différentes séquences? Oui. Alors après, moi, mon travail principalement, c'est sur les couleurs de l'image. Ouais. Et ce qui me plaît, c'est surtout de montrer aux gens des petites astuces qui leur permettent d'améliorer avec leurs petits moyens, un petit budget, n'importe qui chez soi, leur image, tout simplement. Donc justement, ça vous plaît de transmettre. Quel rapport vous entretenez avec la pédagogie? Personnellement, j'ai toujours eu un très mauvais rapport avec la pédagogie face à moi, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup transmettre via YouTube. Donc, a priori, bien. Pour l'instant, c'est cool. Comment est-ce que vous essayez de rendre la chose intéressante et instructive? Parce qu'on est devant une caméra, il faut transmettre quelque chose devant un écran pour que les gens, devant leur écran, ils se disent « Ok, j'ai tout cerné ». Et il n'y a pas forcément de retour, il n'y a pas d'interaction. Je pense que la différence déjà, c'est que nous sur Internet, les gens, ils viennent chercher une information, ils savent déjà ce qu'ils viennent chercher, ils cliquent sur un titre, ils savent ce qu'ils viennent voir, et donc ils sont déjà intéressés d'avance par ce qu'ils vont voir tout simplement. Et puis après, sinon, au niveau de l'interaction, il faut, je pense, essayer d'avoir un petit trait d'humour, un petit décor, et essayer d'être pédagogue le plus possible. Après ça, je ne sais pas si moi j'ai toutes ces qualités, mais en tout cas, j'essaye, et je pense que la principale, comme je disais, c'est que les gens viennent quand même voir un objectif, ils savent déjà ce qu'ils vont voir. C'est pas des élèves qu'on force à venir en cours, quoi. Alors comme pour Laurine qu'on a eu précédemment sur le plateau, est-ce que c'est difficile parfois de voir que les gens commentent et parfois ils sont peut-être un peu durs? Vous essayez de progresser là-dedans, c'est compliqué quand même. C'est surtout dur au début parce qu'au début en plus il n'y a pas trop d'interaction. Quand on commence on est vraiment seul, donc c'est vraiment des très grands moments de solitude et ça peut durer de nombreuses vidéos avant d'arriver. Et puis après quand il y a le premier commentaire négatif, celui-là on le retient pendant longtemps.
Mais après, en tout cas, moi personnellement, ça va. On s'habitue ou alors on n'y fait plus trop attention. Il y a toujours des commentaires négatifs. Je pense que c'est partout dans la vie aussi. Donc, constructif parfois aussi, ça vous permet d'améliorer. Constructif aussi, exactement. Voilà, ouais, tout à fait. Alors, si on vous a réunis sur le plateau, c'est peut-être parce que vous incarnez chacun une méthode d'apprentissage. Vous, c'est plutôt les tutos, le e-learning, et vous, Rosine, c'est plutôt le présentiel, l'enseignement classique. Alors, on va vous proposer de participer à un petit jeu. Vous allez essayer de déconstruire les idées reçues liées au e-learning et à l'enseignement en présentiel. Vous avez devant vous un petit bol avec des petits mots. C'est l'heure du moment idées reçues. Alors, je vous explique le principe du petit jeu que vous avez devant vous. Vous allez tirer chacun votre tour au sort un papier. Vous allez l'évoquer et nous parler des idées reçues qui sont liées au e-learning et à l'enseignement classique. Le but ensuite est d'en débattre ensemble. Rosine, vous commencez, vous tirez un petit mot au hasard. Alors, l'e-learning, c'est la fin de l'enseignement en présentiel. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que non. Clairement, non. Parce qu'on ne peut pas tout transmettre par l'e-learning, et en particulier, sans compter l'adaptation immédiate du professeur à son public, comment on voit les réactions des élèves, comment on voit comment ils réagissent, comment on voit ce qu'on perd, comment tout de suite un élève peut poser une question. Et par ailleurs, je pense aussi que il se passe quelque chose dans la classe. La classe, c'est un lieu d'événement, c'est un lieu d'émotion, c'est un lieu d'échange intense. Donc, non, l'e-learning, je dis oui, super, mais je ne vois pas comment ça peut remplacer le présentiel. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pleinement d'accord, parce que ça ne pourra jamais remplacer le présentiel. Déjà parce qu'il y a des métiers qui ne s'apprennent pas en e-learning. Enfin, je veux dire, j'aimerais pas avoir un médecin qui a fait des tutos sur YouTube, je ne suis pas fan. Mais surtout, je pense aussi qu'il y a effectivement, on aura toujours besoin d'un professeur. Et de toute façon, le but, en fait, c'est jamais de mettre en contre ces deux parties, si je puis dire. C'est pas l'e-learning contre l'enseignement présentiel, c'est complémentaire, justement. Et le futur va de plus en plus là-dedans. C'est aussi de dire à certaines personnes qui ont du mal avec l'enseignement présentiel, il y a aussi d'autres possibilités. Enfin, c'est plein d'ouverture, en fait. Voilà. Donc je suis 100% d'accord avec ça. Ça ne remplacera jamais. Ce ne sera jamais une fin. Qu'est-ce que ça peut être la solution? Ça peut être d'avoir du présentiel et que les professeurs, comme vous avez pu l'être, présentent une vidéo sur Internet qui est très bien faite. Ils la commentent avec les élèves. Comment est-ce que vous voyez les choses? Il y en a déjà. Ça existe oui, déjà. Ça existe déjà. Ça serait l'avenir en classe? Soit en classe, soit aussi les élèves peuvent aller voir cette vidéo eux-mêmes, puis ensuite en classe on en parle, ou alors on les interroge dessus, on vérifie comment ça a été capté. Donc il y a plein de façons de faire. Par exemple, le soir, ils peuvent regarder une vidéo pour compléter ce qu'a dit le professeur. Par exemple, parce que bien sûr ça les attire énormément. Dès qu'il s'agit de faire pouit-pouit sur un clavier, tout le monde sait ça. Ils sont sur leur téléphone, sur leur clavier, il faut vivre avec son temps. Donc c'est évident qu'on peut lier les deux, je pense. Adelin, on va déconstruire encore une idée reçue. Je vous propose de tirer au sort un papier. Alors, e-learning, l'élève se retrouve seul face à son écran. Ah oui, alors ça, en fait, physiquement, c'est vrai. Mais après, justement, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il se retrouve seul face à son écran, mais il est aussi seul face à sa pratique, et c'est lui qui a son ambition et son objectif. La grosse différence, je pense aussi, avec donc apprendre sur Internet et apprendre en vrai, c'est la motivation. En général, quand on apprend en ligne, on veut vraiment apprendre quelque chose, sinon on le fait pas, puisque ça vient 100% de notre liberté. Donc du coup, en fait, on est seul face à son écran, oui et non. Après, il y a aussi des plateformes qui existent qui permettent d'interagir avec des professeurs ou ce genre de choses. Moi, par exemple, je réponds à tous mes commentaires, enfin, j'essaye le plus possible, et j'aide un maximum de gens. Bien sûr, après, c'est à ses limites, mais au niveau des tutoriels, etc., on peut mettre en pratique tout de suite. Donc seul, finalement, une vidéo, moi, je trouve que ça peut remplacer, malgré tout, un cours du même genre, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'effectivement, on n'a pas cette émanation d'une classe avec un professeur et plein d'idées qui fusent de partout, plein d'avis, plein de choses. Voilà. Après, quand c'est un cours de sciences et que c'est technique, on peut le répéter comme on l'a montré et ça fonctionne.
Bon, Rosine a l'air d'accord sur la Oui, question. je suis d'accord avec ça, en particulier pour tout ce qui concerne l'entraînement, la répétition, Exactement. la révision. Ben voilà. Ce qui est principalement ce qu'on fait en tout cas, en Oui. l'occurrence. Rosine, vous tirez encore un papier? Alors, l'e-learning est un produit standard non personnalisé. Je ne crois pas. Ça peut, enfin, globalement, c'est quand même l'impression qu'on en a. En même temps, je pense que ça peut être, j'en ai vu, qui étaient quand même personnalisés. J'ai vu des profs d'histoire, par exemple, sur Internet, qui faisaient des petits cours et qui avaient de l'humour, qui avaient une personnalité qu'ils arrivaient à faire passer dans leur prestations. Donc, évidemment, ça ne vaut pas la personnalité du prof en face des élèves. Je Mais pense quand que même. c'est une idée reçue. Il y en a forcément, parce qu'il y a forcément des gros cours en ligne où là, vraiment, c'est vraiment, comment dire, c'est une usine, quoi. Ouais. Mais en dehors de ça, par exemple, moi, je sais que la plupart de mes abonnés, ils sont principalement là pour moi. Puis d'ailleurs, quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé en tant que réalisateur amateur qui faisait des vlogs de ces journées. Donc, du coup, les gens sont abonnés pour ma personne aussi. Donc, je suis pas trop d'accord avec celle-là, pour le coup, de question, parce que c'est un peu plus... je pense que ça dépend. En fait, effectivement, ça peut être un petit peu inhumain par des grosses plateformes, mais nous, sur YouTube, ça l'est pas. Du tout. Merci en tout cas à vous deux d'avoir réagi là-dessus, sur toutes ces petites idées reçues. On va maintenant passer à une autre rubrique, ça s'appelle l'Instant Web. Alors, pendant toute l'émission, vous avez pu réagir en direct sur les réseaux sociaux et vous avez pu poser plusieurs questions. On en a choisi une à poser à nos invités. Voici la question. Ne pensez-vous pas qu'une forme de e-learning trop appuyée pourrait créer une forme d'isolement? On commence avec vous, Rosine, pour répondre là-dessus. Oui, c'est évident. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaillerait tout seul dans son coin en ne regardant que la télévision, il serait en effet très isolé. L'avantage du présentiel, du groupe ensemble, c'est qu'il y a aussi entre les élèves de l'interaction, que parfois une chose expliquée par un camarade, ça passe mieux que expliquée par le prof, que les apprenants, comme on dit, ou les élèves, peuvent se corriger entre eux, peuvent interagir entre eux, donc évidemment tout ça. Puis en plus, tout seul devant son écran, il faut une sacrée motivation. Alors qu'on est évidemment motivé quand même par le groupe. C'est vrai ça. Adelin, vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai aussi. En fait, je pense que encore une fois, ça va pas concerner certains cadres très très précis de formation. Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à justement être étalonneur ou ce genre de choses, il va plus facilement travailler tout seul, je pense, qu'en groupe. Mais par contre, à côté de ça, il n'aura pas de réseau, il sera tout seul chez lui, quoi. Donc il faut effectivement le mettre en place. Donc ça marche bien, par exemple, pour des freelancers. Il y a énormément de gens qui font aujourd'hui, qui sont devenus vidéastes, freelancers, qui ont appris via Internet et qui sont tout seuls. Et ça fonctionne parce qu'ils proposent leurs prestations de cette façon-là. Mais en revanche, pour l'immense haute majorité des cas, je suis 100% d'accord avec vous, c'est plus compliqué. Enfin, effectivement, il y a cette notion de... Ce qui est bien, c'est que vous êtes souvent d'accord tous les deux, donc c'est agréable au final d'avoir deux méthodes, mais de voir que vous êtes plutôt d'accord d'aller dans le même sens. Ça se complémente, de toute façon. Il n'y a pas de secret. Enfin, si on réfléchit un peu, on voit bien qu'on ne va pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Exactement. Merci beaucoup, l'émission va bientôt se terminer. Merci d'être venu sur le plateau. C'est le moment de remercier également les autres invités. Merci également aux étudiants de l'ARFIS qui ont préparé cette émission. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le e-learning, vous pouvez vous rendre sur le site créé pour l'occasion par la filière Digital Media. Le lien s'affiche en bas de l'écran. Et vous pouvez aussi vous rendre sur les réseaux sociaux de l'ARFIS. Nous vous retrouvons demain à 11h pour une nouvelle émission traitant cette fois-ci de la ville de Lyon et son rapport particulier au cinéma. Je vous remercie de nous avoir regardés et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain matin.